Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission aujourd'hui d'histoire du protestantisme et d'histoire de France, on pourrait dire, donc en présence de Nicole Vray, que beaucoup connaissent. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour Nicole. Donc je vais juste redire un petit peu que vous êtes docteur ès-lettres, hébraïsante, membre de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen, j'espère que je dis bien, et théologienne, voilà. Vous faites régulièrement des conférences et vous écrivez beaucoup de livres. Et voilà, sur toute cette période du protestantisme, de la Réforme. Oui. Voilà. Est-ce que ça va comme présentation, Nicole ? Merci beaucoup. Ok, donc aujourd'hui, vous allez nous parler de Catherine de Médicis et Charles IX, qui étaient donc aux commandes de la France à l'époque de la Saint-Barthélemy. Voilà, exactement. Oui. Je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Ben oui, parce que je suis contente de parler de Catherine de Médicis parce que elle a tellement de zones d'ombre, elle a tellement une légende noire que moi je fais un petit peu l'inverse. Prenez la défense un peu de Catherine de parce Médicis. qu'en histoire d'abord il faut tout dire déjà, il faut dire ce qu'on sait et il faut dire ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire il faut avouer ce qu'on ne sait pas. Oui. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur Catherine de Médicis justement pour la Saint-Barthélemy, comme on va voir. Donc on commence par elle, qui est l'épouse d'Henri II, qui meurt jeune, vous savez, avec la lance dans l'œil, tout ça. Enfin non, on ne sait pas, mais on vous croit sur parole. C'est l'épouse d'Henri II. Oui. En tout cas, elle a été veuve jeune et donc aux commandes. Exactement. Oui, et en fait, elle était d'une intelligence redoutable, redoutable. Et quand on dit Catherine de Médicis, etc., oui, et aussi Jeanne d'Albret, oui, on les appelait les deux reines. Ah oui. On les appelait les deux reines, la reine catholique et la reine protestante. Donc Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV. D'Henri IV, voilà, et exactement. Qui était protestante. Et voilà. Donc c'est dire qu'elle avait une bibliothèque extraordinaire. On l'a maintenant, la bibliothèque de Catherine de Médicis. Donc pour faire vite pour elle, donc elle a une enfance maltraitée. Ah oui. Ah oui, vraiment maltraitance de l'enfant. Malgré ça, ou contre ça, enfin, y a-t-il un psy dans la salle, elle a eu toute sa vie une volonté de paix. Elle ne voulait que la paix civile. Et justement, tout ce qu'elle a fait, y compris le mariage de son fils Henri IV avec Marguerite de Valois, c'était dans la continuité de sa volonté de paix civile et de paix religieuse. Voilà. Donc, elle était donc mariée à Henri II qui meurt en juin 59. Elle a eu 10 enfants, dont 2 jumelles mortes en bas âge. Et elle est surtout, comme on dit, la mère des derniers Valois, c'est-à-dire Charles IX et Henri III, les deux derniers fils. Voilà. Et voilà, donc 2 grandes préoccupations de Catherine de Médicis, toute sa vie, ça a été ses enfants et la volonté de paix. D'accord. Toute sa vie. Elle n'a eu que ces deux, c'est plus que des préoccupations, hein, c'était des angoisses de voir arriver les enfants, rois ou princes, et puis volonté de paix civile. Quant à Charles IX, c'est donc l'avant-dernier fils, puisqu'il y a Henri III derrière. Charles IX est fragile. Charles IX est malade. Charles IX a toujours été de mauvaise santé et d'une sensibilité exacerbée. Justement, on va parler de la Saint-Barthélemy. Il ne s'est jamais remis du massacre de la Saint-Barthélemy. C'est curieux. Il meurt 2 ans après, d'ailleurs. Il meurt en 1974. Et il s'est toujours reproché cette Saint-Barthélemy. Il aimait Coligny, qui est la grande victime de la Saint-Barthélemy. Il l'appelait son père.
Ah oui. Il l'appelait son père. Et donc, ça a été Bah, je comprends. vraiment dans les derniers Valois. Il aimait beaucoup Henri IV. Ah Il aimait oui. beaucoup Henri IV. Henri III aussi, d'ailleurs. Mhm. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une fin de règne. Oui, parce qu'en fait, Charles IX et Catherine de Médicis, mais ils ont vraiment essayé d'arrêter le massacre quand ça Alors, a commencé. alors allons-y pour Disons le qu'ils massacre. étaient plutôt impuissants à arrêter ce massacre. Alors, le massacre de la Saint-Barthélemy. D'abord, on dit le massacre. Oui, Comme si le 24 août, les gens se sont réveillés en Ouais. disant on va massacrer. oui, Et- pas du tout. Pas du tout. Aucune date dans l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui, les gens se réveillent un matin en disant on va faire ça. Mm. C'est une succession Oui, bien sûr. d'événements, d'articulations d'histoire, etc. Mhm. Les choses se passent et puis il y a un phénomène déclencheur et puis il y a, vous voyez, c'est Oui, oui, ça. à un moment, ça bascule, mais ça se prépare Exactement. à l'avance. Toute guerre, tout. Ouais, bien sûr. On peut tout prendre jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours comme une évolution. Alors, on est très malin 400 ans après, hein, évidemment. Bon. Oui, oui, quand on est dedans, c'est Hein, pas mais toujours... quand on est dedans, on ne se rend si pas, visible. pas vraiment compte. Mm. D'ailleurs, la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy, théoriquement, il n'aurait pas dû avoir lieu. C'est-à-dire qu'il se passe en deux temps. Il y a l'assassinat de Coligny, Mhm. qu'on veut assassiner depuis des lustres. Coligny, il est à abattre. Pas tellement parce qu'il est protestant, attention. Tout le monde se trompe. Il est protestant, donc non. C'est parce que il veut une politique commune avec les Pays-Bas. Mhm. Et son assassinat, il est religieux aussi, évidemment. Évidemment, il est protestant et on lui en veut. Mais c'est surtout politique. Oui, mais c'est tellement mêlé, en fait. Ah ben, évidemment. C'est ça, le problème. Voilà. Mais il faut bien retenir ça, que il y a deux temps dans la Saint-Barthélemy. Il y a l'assassinat de Coligny, Mhm. plus politique que religieux. Point final, ça aurait pu s'arrêter là. Ouais. Mais la populace de Paris, la milice, les soldats qui n'ont pas été payés, là aussi, il y a tout un faisceau. Toutes les insatisfactions des Parisiens Exactement. Explose explosent. à ce moment-là. Explose à ce moment-là. Et on a d'abord un tué, deux tués, trois tués et un massacre. Vous voyez ? Mais alors pourquoi les Parisiens, leur colère, donc ça je comprends, ils avaient plein de raisons d'être en colère. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent justement plutôt quand même à des protestants ? Ah ben bien sûr, Paris a toujours été anti-huguenote. Voilà, donc la Férocement Oui, anti-huguenote. d'accord. Donc Très Coligny... catholique à l'époque. Et voilà. Ouais. Et Coligny assassiné pour eux, c'est très politique, mais c'est aussi religieux. D'accord. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et alors cette Saint-Barthélemy, donc il y a cette préparation. On va pas faire le détail, c'est dommage, mais on n'a pas le temps. C'est que en réalité, il se prépare ce massacre depuis le 16 août. Et c'est le 24. 16 août, date. Ben, le 16 août, il y a déjà Qu'est-ce qui un s'est refus passé le du 16 août? Parlement d'enregistrer un édit qui était favorable aux protestants. Le 18 août, c'est le mariage d'Henri voilà. de Navarre avec Marguerite de Valois qui met tout le monde en colère. Donc un prince protestant Qui épouse se marie la fille avec catholique, une jeune la fille, princesse catholique. la voilà. princesse catholique, et donc il y en a pour qui Et ça qui ne passe veulent pas. Ben, Oui, bien sûr. Voilà. Alors, le 16, refus du Parlement d'enregistrer. Le 18, c'est le mariage. Le 22, arquebusade déjà contre Coligny. Ah oui, Il est déjà arquebusé, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. oui, il en Il meurt perd pas. un doigt, il est blessé. C'est Ambroise Paré qui va le soigner. Mhm. Mais là aussi, attention, qui a commandité? On ne sait pas. On suppose les Guises, parce que les Guises sont au pouvoir avec Oui, Catherine de Médicis. Voilà, donc on suppose qu'eux-mêmes, les Guises, sont de mèche avec les Espagnols. Bon, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. En tous les cas, le 22 août, Coligny est arquebusé. Mais il n'est que blessé, si j'ose dire. Et le 24, alors le 23 avant, le 23, le bruit court donc 23 août 1500
72. 72, oui. Le 23 août, donc la veille du massacre, le 23 août, le bruit court que les protestants vont se soulever. Et comment ça? Bruit, rumeur. Oui. Voilà. Donc, et alors là, voilà, les erreurs. Nous, on dit c'est une erreur, 400 ans après, mais sur place, ils croient bien faire. Et les protestants à Paris refusent d'exfiltrer Coligny de Paris. Ah. Parce qu'on sent bien qu'il va y avoir une révolte, qu'il va y avoir... Et en plus, il est blessé. Et en plus, il a été blessé. Ben voilà. Et pourquoi ils veulent... on ne sait pas. Les mystères et les erreurs et les secrets d'histoire, on ne sait pas. En tous les cas, il ne sort pas de Paris et donc il sera assassiné. Alors, le 24 août, c'est pas si simple. En fin d'après-midi, l'ambassadeur d'Espagne quitte Paris. Donc, il sent bien qu'il y a une révolte qui se trame. Charles IX a peur d'une guerre avec l'Espagne. Enfin, vous voyez comment ça se... Encore une fois, c'est facile pour nous de le décrypter, de le dire, mais on sent bien la montée. Oui. La montée et la montée des tensions. Des tensions, voilà. Et puis le massacre, le massacre arrive. Alors, encore une fois, le massacre d'abord de Coligny, et encore une fois, ça pouvait s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais les Parisiens, si j'ose dire, alors d'autant plus qu'on est le 24, et après le massacre du 24 août, au matin du 25, donc le lendemain, une aubépine au cimetière des Saints-Innocents à Paris a refleuri. Ah bon? C'est le miracle. Donc Dieu est content. Ah oui, ça c'est... Pardon de rire. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu, puisque c'est... Et donc on va pouvoir en tuer d'autres, c'est ça? C'est une idée. c'est peut-être... Non, parce qu'il va y avoir tellement de morts, en fait. Ah oui. Là, on est qu'au tout début. Ah oui, ça a été... Alors, on va revenir sur les conséquences, justement, de cette Saint-Barthélemy. Alors, les ombres, on ne sait pas qui a ordonné l'assassinat de Coligny. Oui, et vous dites, c'est en tout cas pas Catherine de Médicis et Charles IX. Alors, voilà la bonne question. On n'a aucune preuve. C'est pour ça que j'aime bien parler d'elle et presque la réhabiliter. On ne sait pas. C'est facile de dire. Oui. C'est Catherine de Médicis. C'est tentant. C'est séduisant. Et c'est surtout les protestants du 19e siècle qui ont tout fait porter le chapeau à Catherine de Médicis et Charles IX. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Preuve. On n'a aucune preuve. Entre nous, à huis clos, et sans le dire trop fort, le Louvre n'est pas grand à l'époque, tout se sait, tout se dit. Y a-t-il eu des bruits, des rumeurs? Y a-t-il eu de... Mais on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On n'a rien d'écrit. On n'a que des sources de rumeurs. La rumeur, c'est pas une source en histoire. Ah voilà. Non. Voilà. Alors donc ça, c'était donc le 25 et 26, on se pose bien des questions. Et le 25, on dit que le roi écrit à certaines villes de ne pas... donc le roi Charles IX, de ne pas perpétrer ce massacre. Et on va dire, erreur là aussi, ici à Nantes, que le maire Harouis a été un type formidable, extraordinaire, parce que justement, il n'a pas ordonné le... Mais on ne sait pas pourquoi. A-t-il reçu la lettre? Était-il lui-même convaincu de l'innocence des protestants? On n'en sait rien du tout. Alors, parce que dans d'autres villes de France, le massacre des protestants a eu lieu. Voilà, c'est répandu. C'est répandu. Mais à Nantes, le maire Harouis a empêché ça. Voilà, c'est ça. Et vous me faites penser que j'ai oublié de dire que ça s'appelait les Saint-Barthélemy de province. Ah bah oui. D'accord. On est en août jusqu'en octobre. Ça va oui, ça va. Toulouse, qui a toujours été anti-huguenote, pas en particulier, etc. Et on dit que Henri de Navarre, à l'époque, il n'est pas Henri IV, a abjuré à ce moment-là. C'est faux. Là aussi, les traditions, c'est... On lutte contre les traditions. Les fausses. Oui, Henri de Navarre, il n'a abjuré qu'en octobre. Pas du tout en août. Ah oui, c'était pas pour se marier qu'il avait abjuré? Pas du tout.
Il n'a pas abjuré pour se marier. Ah ouais. Ah non, non, le mariage a eu lieu sur le parvis de Notre-Dame. Non, 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 il est resté. Ouais. Et justement, une semaine après, puisqu'il est marié le 18 et là on est le 24, il va... Cadeau de noces. Pardon ? Cadeau de noces. Cadeau de noces, voilà. Saint-Barthélemy. Voilà, donc... Donc une semaine après, Henri. Donc une semaine après, alors Henri Nantes, de Navarre. on ne sait pas si Arouis a reçu ou pas l'ordre. Toulouse fait massacrer. Pendant ce temps-là, Henri III a été élu roi de Pologne. Donc Henri III, le petit frère de Charles IX. Exactement, le dernier frère, le dernier Valois. Oui. C'est pour ça qu'on dit Catherine de Médicis et les derniers Valois. D'accord. Parce que va succéder à Henri III Henri de Navarre, qui devient Henri IV, donc les Bourbons. Donc fin de la dynastie des Valois avec la mort d'Henri III et début de la dynastie des Bourbons avec le futur Henri IV, qui est donc Henri de Navarre, et qui durera jusqu'en 1789. Eh oui. Voilà. Très bien. Vous voyez, c'est un peu... c'est complexe. Oui. C'est complexe et c'est pour ça qu'il faut reprendre... Alors, les conséquences de cette Saint-Barthélemy, bon, là, c'est les Saint-Barthélemy de province, mais on a aussi... à Angers, par exemple, ce sont des règles... À Angers, on le sait, parce que Toulouse aussi, ce sont des règlements de compte. Mais comme toujours dans toutes les guerres civiles. Mais Nicole, il est resté des protestants en France ? Vous m'enlevez ma que- conclusion, Ah. parce que justement, cette Saint-Barthélemy est la première date de baisse de démographie des protestants. Ah, ouais. Ah bah oui, Ah je oui. comprends. Et c'est amusant, mais pas drôle du tout. À partir de cette date, à chaque siècle, vous divisez le nombre de protestants par 2. Fin XVIe siècle, on avait 10% de la population. 10% de la population protestante. Ouais. Après la Saint-Barthélemy, fin XVIe, 5. 17e, 2,5. 18e, 1. 19e, encore moins. Et aujourd'hui, on ne compte plus. Ouais, oui, 0, Voilà. C'est très intéressant de voir comment cette Saint-Barthélemy a été... Parce qu'elle est suivie aussi d'un premier grand exil, évidemment, comme toujours. Voilà. C'est ça. Voilà, donc, vous voyez, c'est pour ça que ça me plaisait de reparler de cette Saint-Barthélemy, parce que on dit le massacre de la Saint-Barthélemy, 24 août, puis comme si c'était inscrit dans les astres. Non, il y a eu toute une évolution pour arriver à ça. Alors, les conséquences. Alors, les conséquences, c'est quoi ? Alors, les conséquences, c'est le siège de La Rochelle. Pourquoi ? Parce qu'après la Saint-Barthélemy, on estime, au gouvernement, j'allais dire, au pouvoir, le roi, la reine, suppose qu'il n'y a plus de protestants. C'est fini, éradiqué. Donc, plus de gouverneurs protestants dans aucune ville de France, Nîmes, Montauban, La Rochelle. Là où il y avait des protestants. Là où il y avait des protestants, il y avait un gouverneur protestant. Après la Saint-Barthélemy, on dit terminé. Nîmes fait le dos rond. Montauban, vous allez voir les conséquences. Nîmes fait le dos rond, Montauban fait le dos rond, La Rochelle... Ça veut dire qu'il n'y a plus de protestants ou ça veut dire les quelques protestants qui restent se tairent on les compte pour rien. Oui. Et on les entend plus. On les entend plus, voilà. Et surtout, on ne veut pas les entendre. Ouais. Voilà. Et les seuls qui se font entendre sont à La Rochelle. Mais La Rochelle, enfin les Rochelais pensent qu'ils vont pouvoir supporter tout ça. Ils ne supportent rien du tout. Et en 1573, on parle toujours du siège de La Rochelle de 1627, avec Richelieu, vous savez, sur la digue et tout ça. Mais on oublie le premier siège de 1573, qui fait suite, justement, à la Saint-Barthélemy, parce que La Rochelle refuse un gouverneur catholique. Ah, mais ça veut dire qu'il y a encore des protestants. Bien sûr. Et même pas mal. Bien sûr. Ils sont majoritaires, du coup. Nombreux, en tout cas. Nombreux, en tout cas. Et donc, La Rochelle va faire opposition. Donc, on va appeler une place forte ? Alors, est-ce que c'est une place forte ? Oui.
Oui, En tout oui, cas, oui, oui, puisque c'était aussi l'arrière-garde, le QG des protestants de tout l'Ouest. Hein. Ah oui, La oui, Rochelle était c'est la ça. ville... Il y a Jeanne d'Albret à La Rochelle à ce moment-là. Ah oui. Elle y reste 3 ans, de 1569 à 71, où elle a tout fait. Les Rochelais ont poussé un soupir de soulagement quand elle est partie, parce que sous Jeanne d'Albret, on s'amuse pas beaucoup, on chante pas, on danse pas, etc. Ah ouais, c'est Voilà. l'austérité Austérité, voilà. Protestante et surtout Jeanne d'Albret. Mais n'empêche, elle a développé le collège, elle a refait les fortifications. La Rochelle d'aujourd'hui, c'est la Rochelle de Jeanne d'Albret. Ah oui. Oui, c'est elle qui a remis, voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Oui, donc parce que La Rochelle refuse et ne fait pas le dos rond, justement. Ouais. Alors, les conséquences du dos rond de Nîmes et de Montauban, ça paraît être voilà, ils se sont couchés, quoi. Ils ont, voilà. Oui. Mais résultat, aujourd'hui, quand vous allez à Nîmes, c'est protestant. Oui. Ils ont fait le dos rond, mais ils sont restés protestants. Tandis que La Rochelle, qui n'a pas fait le dos rond, qui s'est opposé, etc., vous allez à La Rochelle, il y a plus... Les gens sont très en colère quand je le dis, mais je suis désolée, c'est l'histoire. Il n'y a plus de protestants à La Rochelle. Ah ouais. Le temple protestant de La Rochelle n'appartient plus à la communauté protestante. Il a été vendu pour 1 franc symbolique à Crépeau il y a une quinzaine d'années. Bon, vous voyez. Il n'y a pas de communauté protestante importante à La Rochelle? Elle existe, ouais. Mais elle n'a plus les grands noms. C'est l'ancien maire de La Rochelle qui disait, quand un protestant vient me voir, je sors mon carnet de chèques. Bon, ah oui. Eh ben, c'est fini tout ça. C'est fini. Voilà. Donc, non, c'est devenu une ville intéressante, tout ce qu'on veut. Oui, mais oui. on il y a peut des pas beaux dire... restes au niveau architecture. Oui, c'est ça, mais c'est plus une ville QG protestant. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Saint-Barthélemy. Alors justement aussi pour aller dans ce sens, on est donc au XVIe siècle. Et vous savez que j'aime beaucoup le XVIe siècle, sauf pour les guerres de religion, parce que le XVIe est pourri de guerres de religion, mais c'est un siècle axial, comme on dit. Hein. Rien n'est plus après comme avant. Oui, c'est sûr. Tellement on a trouvé au XVIe, que ce soit en sciences, en économie, en politique, en religion, avec Luther déjà, hein, en tout. Bah oui. On a tellement trouvé d'évolution au XVIe siècle, c'est un siècle extraordinaire. Et les dates essentielles, justement, je voulais les rappeler. Il y a quelques dates essentielles. Il y a le Concordat de 1516. Donc le Concordat, c'est le Concordat, oui, en 2 mots, parce que... Vous avez raison de me le faire expliquer. Il y a 2 concordats en France, entre le roi et le pape. Parce qu'il y en a un à l'époque de Napoléon. Exactement, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et dernier. Je ne savais pas, moi, qu'il y en avait un avant. Et ben voilà. Dites-nous quoi. Et il n'y en a que 2. Il y a celui de 1516, François Ier et le pape, 1516. Et le second... puisqu'il n'y aura pas de troisième, le second sera justement, ainsi que vous le dites, entre Bonaparte d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore Napoléon à l'époque, et la papauté. Donc il y a cette date très importante, parce que le roi de France devient quasiment le chef religieux du royaume, de la France. Ouais. Voilà. Ouais. La seconde date, évidemment, ça ne va pas vous étonner, c'est évidemment Luther, 1517. Ouais. Évidemment. Et on oublie Luther, Luther religieux, Luther protestant, Luther. Mais Luther, le luthéranisme induit toute une évolution extraordinaire, et en religion, bien entendu, mais aussi, évidemment, en religion, en économie. Prenez toutes l'économie, jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'économie des pays nordiques n'est pas du tout la même. Ouais. Je vais même vous raconter quelque chose d'amusant à ce sujet. Voilà. Et puis évidemment, social. Les problèmes de fin de vie, etc. La chose amusante que je voulais vous dire, c'est que le 15 août, c'était férié en France depuis tout le temps et jusqu'il y a une dizaine d'années.
Et donc les bourses étaient fermées, rien ne se passait. Sauf que dans tous les pays nordiques, le 15 août, ça ne les intéresse pas. Donc toutes les bourses marchaient. Plutôt protestants. Et donc la France s'est mise le 15 août à traiter. Et bien sûr. Voilà. Oui, et puis l'affaire des placards de 1534 qui sera le début pour moi, c'est le début des guerres de religion qui n'explosent qu'en 62, mais voilà. Ouais. Et les grandes dates marquantes du 16e, c'est évidemment le 24 août, c'est la Saint-Barthélemy, avec tous ces problèmes, et puis l'édit de Nantes de 1598, les deux grandes dates. Ah oui, ça en fait des choses sur ce 16e siècle. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Où on voit tellement que la religion est complètement fusionnée. Impliquée partout, bien sûr. Engluée dans la politique. Et encore, on ne parle pas des problèmes d'anatomie, des problèmes de tout ce qui suit. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Quelle période. Période. Quand on dit qu'on est dans une période noire, ce n'est pas la seule en ce moment. En fait, quand on regarde l'histoire, de tout temps, il y a eu des fins du monde, presque. Voilà. L'intérêt pour nous, c'est qu'on est tranquille dans nos fauteuils, nos sources et nos archives, et qu'on peut décrypter tout ça. On peut revoir tout ça, mais c'était quand même terrible, les gens qui vivaient à cette période. Très bien, merci beaucoup Nicole. Donc on écoutait Nicole Vray, qui nous a parlé de cette terrible période du XVIe siècle, en fait, qui a connu la Saint-Barthélemy en 1572. Merci. Et puis Catherine à une prochaine. Et de Catherine de Médicis, qui n'est pas forcément celle qui a tout qui n'est pas forcément... qui est victime de sa légende noire, mais qui a été, au contraire... qui a fait bien d'autres choses. Plutôt essayer de concilier. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.